toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je reviens sur l'affaire de la disparition de Lina, parce qu'on a encore de nouveaux éléments qui sont sortis dans un article du Nouveau Détective. Donc, on n'apprend pas énormément de choses de nouveau, si ce n'est que en substance, on en sait un peu plus sur les circonstances des faits qui se sont déroulés en mai 2022 et pour lesquels Lina a porté plainte face à deux majeurs qui ont un écart d'âge supérieur à 5 ans. Alors, on sait, selon cet article, on apprend que donc les faits pour lesquels elle porte plainte se sont déroulés un mercredi après-midi, après les cours, au domicile d'un des deux majeurs à La Broque. La Broque qui n'est pas très loin du collège que fréquentait Lina. Et donc, si j'en crois l'article, le 4 mai 2022, elle se trouve avec une amie lorsqu'elle croise T et elle, ces deux hommes qui sont âgés d'une vingtaine d'années et qui leur proposent de venir se poser chez eux. Le quator se retrouve dans un logement niché sur les hauteurs de la Broque, dans le Bas-Rhin, toujours selon Lina, alors que T et elle lui font fumer de la mauvaise herbe. Elle n'en avait pas du tout l'habitude, assure un ami de la jeune fille. Alors que sa copine finit par rentrer, donc l'autre jeune fille apparemment n'est pas restée sur les lieux. C'est un peu étrange, comment ça se fait que finalement elle est partie avant Lina. On n'a pas de détails sur ces circonstances, mais en tout cas la copine finit par rentrer, tandis que Lina, après avoir consommé la mauvaise herbe, finit par s'endormir à moitié sur place. Et donc c'est là que T et elle en auraient profité pour la l'OAV. Donc, cette incitation supposée à fumer du cannabis ne changerait rien sur le plan juridique, puisqu'en effet, ce serait une circonstance aggravante si Lina avait consommé du cannabis à son insu. Or, cela ne semble pas être le cas. Elle aurait consommé de son plein gré. En revanche, cela alourdirait le cas des deux majeurs dans l'esprit d'un juge ou de jurés d'assises et les exposerait à une peine plus sévère, bien évidemment. Mais si le réexamen de la plainte de Lina aboutit à des mises en examen, rien ne serait gagné pour autant. En effet, le fait que la plaignante, à savoir Lina, a disparu, eh bien, ça complique l'instruction, bien évidemment. La justice ne peut pas la réentendre, ni la confronter aux deux potentiels loiveurs. Voilà. Donc voilà, on en est. C'est pour ça que je vous dis, on n'apprend pas grand-chose, si ce n'est qu'effectivement, apparemment, Lina aurait consommé de la mauvaise herbe, sur quand même incitation des deux majeurs. Ce qui est quand même assez... Enfin, moi je comprends pas pourquoi c'est pas une circonstance aggravante. Alors, c'est pas une circonstance aggravante dans le sens où ce serait Lina de son propre chef qui aurait consommé. Mais bon, faut pas oublier qu'à ce moment-là, elle n'avait même pas encore 14 ans. Elle avait 13 ans et 8 ou 9 mois. Donc voilà ce qu'on sait pour l'instant. C'est-à-dire pas grand-chose. Enfin si, on apprend quand même ce nouvel élément qui permet un peu de comprendre un peu mieux les circonstances du déroulement des faits, ce fameux 4 mai. Après, on n'a pas les détails, clairement on n'a pas les détails, on ne comprend pas pourquoi, enfin moi personnellement, je ne comprends pas pourquoi la plainte a été classée sans suite alors que Lina avait que 13 ans et 8-9 mois, que les deux majeurs avaient plus de 5 ans d'écart d'âge avec elle, et que apparemment
on en déduit qu'ils devaient quand même se connaître. Et donc, s'ils connaissaient Lina, de près ou de loin, ils devaient connaître à peu près son âge. Donc, ils n'ont pas l'excuse de dire « Ah bah oui, mais nous, on ne savait pas l'âge qu'elle avait, patati patata. » Et surtout, le fait qu'ils aient un lourd passé judiciaire, hein, avec, voilà, ils sont connus des services de l'ordre, avec un casier judiciaire long comme le bras, pour des faits de délinquance, de petite délinquance, et surtout d'agression S envers des femmes, notamment violence sur conjoint, notamment le fait qu'ils auraient, alors je ne sais pas si c'est les deux ou l'un des deux, qui aurait lâché une jeune femme en pleine forêt, nue. Après avoir subi quoi, ça, on ne sait pas. Mais bon, on se rend compte qu'ils sont extrêmement dangereux. Apparemment, il y en a un des deux qui avait encore un bracelet électronique. On a du mal à comprendre comment Lina s'est retrouvée à côtoyer ce genre de personnes. Quel est finalement le lien qu'elle entretenait avec ces individus? Est-ce que c'était la première fois qu'elle les voyait? Est-ce qu'elle les connaissait d'avant? Quel est le rôle joué par sa copine? Est-ce c'était une jeune fille de son âge? Est-ce qu'elle était plus âgée? Est-ce qu'elle était majeure? Est-ce qu'elle l'aurait éventuellement attirée dans un piège ou pas du tout? Comment Lina a été amenée à accepter de se retrouver au domicile d'un de ces deux individus qui sont extrêmement, voilà, qui sont dangereux, qui ont une réputation pourrie, qui ont commis des faits graves sur des femmes, etc. Donc vraiment pas du tout des individus recommandables, surtout pour une jeune fille de même pas 14 ans. Et on se demande en fait comment Lina s'est retrouvée à évoluer dans ce milieu malsain, à côtoyer des hommes plus âgés qu'elle, majeurs, qui en plus de ça ont été condamnés par la justice pour des faits de violence. Voilà, c'est pas des faits de petite délinquance du genre je fume un peu de bédo, voilà, j'ai fait quelques excès de vitesse ou peut-être j'ai volé deux trois trucs. Non, là on est vraiment sur des types qui sont vraiment dangereux, quoi. Et on comprend pas en fait les circonstances dans lesquelles Lina s'est retrouvée à côtoyer ce genre d'individu. Ce qu'on sait, c'est que Lina apparemment fréquentait pas mal de personnes, hommes comme femmes, plus âgées qu'elle, des majeurs, des personnes d'une petite vingtaine d'années, et notamment dans le lot des jeunes peut-être qui avaient un casier judiciaire, qui étaient des personnes pas très recommandables. Voilà. Et c'est un peu étrange finalement qu'elle évolue dans cet univers-là. Et personnellement, je pense qu'en fait, la mère de Lina, Fanny, devait être rassurée en quelque sorte que Lina sorte avec Tao, parce qu'il semblerait que bah, voilà, Fanny avait pleine confiance en Tao. Elle pensait peut-être que ça permettrait à Lina d'être en sécurité. Et bref, elle lui faisait une totale confiance. Et on se rend compte que finalement, la mère de Lina avait peut-être peur pour sa fille. Hein. Elle s'inquiétait peut-être de ses fréquentations. Et elle s'était dit que avec Tao, ça se passerait mieux. Il n'y aurait pas tous ces problèmes. Elle s'inquiéterait moins. Et puis finalement, il est arrivé cette affaire malheureuse de disparition. Alors moi, il y a quelque chose qui m'interpelle un peu. C'est pendant la conférence de presse, à la fin, alors elle parle pratiquement pas, hein, parce que c'est son avocat qui s'exprime et ça paraît assez logique, mais à la fin, ce qui m'a un peu interpellée, c'est lorsqu'elle s'adresse aux journalistes, en parlant de Lina, elle dit, je sais plus exactement, elle dit reviens-nous, bats-toi ma fille, accroche-toi, comme si en quelque sorte elle avait la certitude qu'elle était encore en vie et que finalement elle aurait pu peut-être dans un premier temps partir de son propre chef et qu'ensuite les choses auraient dégénéré. Moi, plus j'y réfléchis, et alors évidemment, hein, c'est que des hypothèses, à aucun moment je dis ah oui, ça y est, c'est la vérité, c'est une affirmation, ah, c'est ça qui s'est passé, j'en sais rien, je suis comme tout le monde, j'en sais rien du tout. Enfin, comme tout le monde, sauf ceux qui savent ce qui s'est passé.
mais j'ai l'impression de plus en plus que on n'est plus du tout sur la piste d'un prédateur S qui sévirait dans la région, mais plus sur une connaissance de Lina en qui elle avait confiance, et elle serait montée à bord du véhicule de son propre gré. Je pense pas qu'on l'ait forcée à monter dans cette voiture, et ce que j'ai du mal à comprendre, c'est comment même quelqu'un qu'elle connaissait, aurait pu la croiser par hasard. Parce que il n'y a pas grand monde qui pouvait savoir qu'elle allait se retrouver sur cette départementale 350 aux alentours de 11 heures. Si ce n'est son entourage amical, ses amis, etc. Par le biais peut-être des réseaux sociaux, des messageries instantanées, certains étaient au courant. Et j'irais même plus loin, peut-être que finalement, elle avait décidé de fixer un rendez-vous avec quelqu'un. Donc voilà, peut-être que Lina avait donné rendez-vous avec quelqu'un en qui elle avait confiance, et donc elle serait montée de son propre chef. Elle aurait éteint son portable d'elle-même parce que peut-être qu'elle avait l'intention de discuter avec cette personne, enfin de passer un moment tranquille avec cette personne. Donc, comme elle était abreuvée de notifications, de messages de Tao, etc., c'est-à-dire que toutes les 2 secondes, elle recevait une notification sur son portable, elle s'est peut-être dit, bon, je vais avoir la paix pendant 1 heure, enfin un certain temps, pour être tranquille, j'éteins mon portable. Ce qui expliquerait pourquoi le téléphone a cessé brutalement d'émettre, et pourquoi, si on croit que le témoignage de Robert est crédible, et pourquoi Robert l'aurait vu en apparence sereine, en train de lui faire un coucou de la main, en voiture. Ça voudrait dire, dans ce cas-là, si le témoignage de Robert est fiable, que Lina, à ce moment-là, ne subissait aucune pression et donc serait montée de son plein gré dans la voiture. Donc, s'agissant du trajet, je voulais un peu revenir sur ce fameux trajet. Alors, ce qu'on ne sait pas exactement, je crois, on ne sait pas exactement à quelle heure Robert a vu Lina passer devant chez lui. C'est-à-dire au début on nous dit c'est 11h30, voilà, elle est passée à 11h30, ce qui paraîtrait assez logique d'un point de vue du trajet. C'est-à-dire que la piste de Lina cesse au niveau de la jonction entre la D350 et je ne sais plus comment ça s'appelle, le chemin basse des champs, je crois, un truc comme ça. Et les chiens perdent sa trace olfactive à un endroit précis. Et entre cet endroit et la maison de Robert, qui est pas très loin, il faut à peu près au maximum 8 minutes en voiture. Or là, les gens s'étonnaient du fait que, on va encore parler de JMC, l'ancien maire, que l'ancien maire n'est pas sur le trajet du retour vu de voiture. C'est-à-dire si le ravisseur avait embarqué Lina juste après le passage de l'ancien maire, beaucoup s'étonnaient que l'ancien maire n'ait pas recroisé de voiture. J'ai envie de dire, c'est à peu près normal si on se base sur le fait que Robert n'a pas vu Lina à 11h30, comme ça l'a été dit au début, mais plutôt vers midi, parce qu'après, il y a pas mal de versions qui disent que Robert a vu Lina aux alentours de midi. Et dans ce cas-là, ça serait un peu bizarre parce que ça voudrait dire qu'entre 11h22 et midi, il y a 38 minutes qui s'est écoulé et on peut se dire, bah, qu'est-ce qu'ils ont fait en voiture pour pas passer plus tôt devant chez Robert. Bah, ça peut s'expliquer si Lina connaissait son ravisseur et si elle n'était pas pressée. Peut-être qu'elle a voulu repasser chez elle pour récupérer des affaires ou autre chose, sachant que sa mère n'était pas présente au domicile. Ce qui expliquerait pourquoi l'ancien maire, lorsqu'il retourne à Saint-Blaise-la-Roche après avoir récupéré son outil chez lui, déclare n'avoir aperçu aucune voiture. Voilà, c'est sûr que s'il passe un certain temps au domicile de la mère de Lina et que l'ancien maire reprend la D350, et ben dans ce cas-là, c'est sûr qu'il ne va pas croiser la voiture. Et la voiture ne sera pas visible puisqu'elle est garée dans la propriété de la mère qui est cachée par une grande haie et donc de sorte que sur la route de la départementale, on ne peut pas voir ce qui se passe. Donc ça pourrait expliquer
le fait que Robert ait vu Lina aux alentours de midi. Voilà, c'était une petite hypothèse, sachant que si c'est le cas, Lina serait montée de son plein gré. Peut-être est-ce qu'elle est montée à bord d'une voiture, donc elle connaissait son conducteur, elle ne s'est pas méfiée car elle avait confiance en cette personne, et que cette personne, elle, ensuite l'a amenée dans une sorte de, finalement, a servi d'appât pour l'attirer dans un piège, dans un guet-apens, c'est-à-dire qu'ensuite elle a conduite à des personnes qui là voulaient régler leur compte avec Lina, se venger de Lina, voilà. Et si on fait un rapprochement, est-ce qu'il y a un lien entre cette plainte déposée par Lina et le fait qu'elle ait disparu? Est-ce que finalement ces deux individus, bon, leur alibi apparemment a été vérifié, il semblerait qu'ils avaient un alibi assez solide, mais bon, hein, est-ce qu'il n'y aurait pas un lien entre ces deux individus qui ont l'air en tout cas très dangereux et la disparition de Lina? Est-ce que finalement quelqu'un qu'elle connaîtrait et dont elle ne se méfierait pas l'aurait embarqué en voiture en prétextant qu'il pourrait l'amener directement à Strasbourg et en fait l'a amené tout droit vers un piège, dans un guet-apens? Voilà, c'est une hypothèse, mais dans tous les cas, j'ai bien l'impression, enfin j'ai l'intuition, maintenant je peux me tromper, mais qu'il s'agit de quelqu'un que Lina connaissait et à qui elle aurait pu donner rendez-vous sur la D350, sachant que cette départementale est extrêmement peu fréquentée et que surtout elle serait tranquille, elle n'aurait pas entre guillemets sa mère et Tao sur le dos. Voilà, c'est une hypothèse. Je rajouterais également, s'agissant de l'ancien maire, donc je ne vais pas revenir, hein, il y en a qui pensent que c'est qui pourrait être responsable de la disparition de Lina, etc. Avec des hypothèses, des justifications plus ou moins hasardeuses et farfelues. Mais je voulais revenir sur un détail qu'on voit dans l'émission Enquête criminelle, où on voit en fait à un moment l'ordinateur de l'ancien maire avec ses fichiers d'enregistrement de caméras de vidéosurveillance. Donc ces fichiers en fait de caméras de vidéosurveillance montrent en fait que les enregistrements se faisaient automatiquement toutes les 10 minutes. Donc en fait on voit une liste sur l'écran de différents enregistrements, 11h30, 11h20, 11h40, etc. Et certains ont remarqué qu'il manquait le fichier 11h50. Ça passait directement de 11h40 à midi. Il faut savoir que la caméra de l'ancien maire, on ne sait pas trop si finalement elle filme une portion de la D350 parce que en fait sa maison ne donne pas directement sur la départementale. En fait lui il est dans une maison qui est en retrait de la départementale et en fait sur une rue un peu en retrait, ça fait une espèce de boucle en fait. Et il a une caméra, je ne sais pas si elle est très perfectionnée ou pas, mais de la façon dont elle est positionnée, on pourrait penser qu'on peut voir, mais alors une infime portion de la D350 au loin, et que peut-être que les gendarmes, en visionnant les fichiers, ont aperçu une voiture aux alentours de 11h50, ce qui expliquerait pourquoi, dans le reportage Chronique criminelle, on ne voit plus sur son écran le fichier d'enregistrement 11h50. Peut-être que ça avait été récupéré par les gendarmes pour être examiné. Maintenant, je ne sais pas si c'est vraiment ça, parce que la caméra, il faudrait quand même qu'elle filme suffisamment loin pour voir la voiture passer, ou ça se trouve, ils ont juste vu un petit truc bouger, un petit morceau de voiture, mais sans pouvoir la détailler, sans pouvoir voir quel modèle c'était, etc., parce que c'est trop loin. Mais peut-être que vers 11h50, voilà, ils ont vu un véhicule passer au loin, ils se sont dit, bah, on va examiner le fichier, ce qui expliquerait pourquoi il est plus sur son ordinateur. Voilà. Sinon, techniquement, personnellement, hein, je vois pas comment l'ancien maire aurait pu être responsable de la disparition de Lina. Je vois pas comment, en quelques minutes, il aurait pu, franchement, l'embarquer. Alors déjà, c'est quoi? Il aurait une pulsion,
Ça paraît vraiment un peu gros. Hein. Ou alors, plus logiquement, peut-être l'aurait-il percuté. Voilà, c'est une petite route. S'il roulait un peu vite, s'il l'a vu au dernier moment, bon, un accident, ça peut arriver. Maintenant, il aurait eu la présence d'esprit de mettre Lina dans le coffre de la voiture, de rentrer chez lui comme si de rien n'était, de laisser sa voiture bien tranquillement à la vue de tout le monde, c'est-à-dire des voisins qui ont une vue plongeante sur l'intérieur de l'habitat. Alors certains vont dire oui, mais ça se trouve, elle était cachée dans le coffre. Bon, c'est quand même une 205, hein, c'est pas un truc énorme. Je pense pas qu'il aurait pris le risque d'exposer Lina à la vue de tout le monde à travers les vitres de la voiture et ensuite de repartir comme si de rien n'était. Je sais pas, à ce moment-là, j'aurais été lui, j'aurais continué, j'aurais tracé ma route et je serais pas passé devant chez moi, ou alors j'aurais désactivé mes caméras. Enfin bon, bref. Moi, personnellement, j'y crois pas du tout à cette piste, mais bon, après, chacun... ça n'engage que moi, en tout cas. Mais voilà, je m'interroge sur le trajet effectué par Lina et son ravisseur, et l'hypothèse où il aurait pu passer devant chez Robert à midi. Pourquoi pas? Donc pour moi, la piste d'un enlèvement par une personne qu'elle connaissait et en qui elle avait confiance tient la route. Et c'était peut-être une personne qui l'a amenée ensuite dans un piège et un guet-apens. Voilà. C'est un peu mon sentiment. Maintenant, je peux me tromper. Est-ce qu'il y a un lien avec cette plainte pour l'Oise et les deux majeurs qui auraient voulu s'en prendre à elle? Ça, éventuellement. Mais si évidemment, pour l'instant, ils sont présumés innocents et qu'ils ont un alibi. Est-ce qu'il y a un lien avec l'accident dont a été victime Benjamin? Je rappelle qu'il a eu un accident, donc malheureusement, il a perdu la vie brutalement. Il roulait à 185 km/h. On nous dit que c'est parce qu'il aimait la vitesse. Ok. Est-ce que c'est pas parce qu'il était suivi par une voiture qui tentait de l'intimider et qui lui a fait perdre le contrôle de son véhicule? Voilà, par exemple, en lui collant aux fesses, il a accéléré et il a fait une sortie de route. Faut pas oublier que le père de Benjamin a lancé un appel à témoins sur Facebook pour essayer de retrouver le mystérieux conducteur d'une BMW noire. Et on se rend compte que dans l'entourage de Lena, il y a énormément de jeunes hommes d'une vingtaine d'années qui aiment les grosses voitures, notamment des Audi ou des BMW. Est-ce qu'il y a un lien ou pas? Est-ce que Benjamin connaissait les deux majeurs contre lesquels Lina a porté plainte? Est-ce que tout ce petit monde se connaissait ou pas? Comment une jeune fille de 14 ans a pu fréquenter finalement, a pu se retrouver dans un appartement de deux types extrêmement dangereux? Est-ce qu'il s'agissait de connaissances, d'amis, d'entourage, etc. Ça, on ne sait pas. La piste d'un prédateur S qui sévirait dans la région, finalement, elle n'a pas tellement été médiatisée. En gros, il y a deux personnes qui évoquent la piste d'un prédateur S. Il y a dans un premier temps le père de famille qui avait pris la parole en début d'enquête pour dire que sa fille, qui ressemble étrangement à Lina, aurait été approchée à 2 reprises par un individu louche à bord d'une Xantia grise. Ce conducteur n'a jamais été retrouvé. Et quelle est la deuxième personne qui parle d'un prédateur S? C'est Sandra. Sandra qui indique que sa meilleure amie, il y a 10 ans de ça, aurait été loivée par un prédateur S qui habite à La Plaine et dont les médias ne parlent absolument pas, comme s'il n'avait jamais existé, alors qu'elle affirme pourtant que cet individu vit toujours à La Plaine. C'est quand même assez aberrant. Voilà. Donc tout ce petit monde, eh bien, est-ce qu'ils se connaissent entre eux? Est-ce que, voilà, on sait que Sandra, c'est la cousine de l'ex-petite amie de Lina, Benjamin. Son frère, c'est son frère qui connaissait Lina à la base, qui doit avoir dans les 20 ans, qui l'a mise en relation avec sa propre sœur, et c'est comme ça qu'elles se sont connues, par l'intermédiaire du frère de Sandra.
Et il faut savoir que ces personnes sont en contact sur les réseaux sociaux, voilà, Facebook, TikTok et je ne sais pas quoi encore. Donc finalement, tout le monde se connaît plus ou moins. Un entourage, voilà, plus âgé que Lina, avec certaines personnes peut-être qui ne sont pas très clean. Et des personnes qui savent des choses et qui préfèrent se taire. Voilà. Donc je pense que, à mon humble avis, il faudrait chercher... bien sûr, je ne vais pas dire aux enquêteurs, je ne vais pas leur dire comment faire leur boulot. Hein. Ils le font, ils savent ce qu'ils ont à faire, mais je pense qu'ils doivent actuellement bien examiner les fréquentations et l'entourage de Lina. Voilà. La vidéo est assez longue, je m'en excuse par avance, c'est un peu brouillon, je sais que je suis un peu passée du coq à l'âne, j'ai survolé pas mal de points s'agissant de ces disparitions, de plusieurs personnes, etc. J'espère que vous y retrouverez. Voilà, donc n'hésitez pas à débattre, à laisser un commentaire, à lâcher un petit pouce bleu, à partager, à vous abonner pour le référencement, vous savez. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien et affaire à suivre.